dans notre philosophie, tu as 3 critères qui guident l'ensemble de nos décisions. La première, c'est est-ce que je suis en train d'assurer la pérennité de la boîte dans ce que je suis en train de faire. 2, est-ce que je suis en train d'augmenter la satisfaction de mon client. 3, est-ce que je suis en train de réduire le gaspillage. Réduire le gaspillage, c'est pas juste pour augmenter les résultats financiers, c'est parce que l'argent que je vais gagner en faisant ça, ou le temps que je vais sauver en faisant ça, je vais être capable de le réinvestir pour mieux satisfaire mon client. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Comment t'appelles ça en ligne? En ligne, En ligne. Ouais. Lean, tu sais, le Lean, Ouais. On a commencé l'enregistrement pour info et je me suis dit, allez, on lance. Ouais, un KPI sous-jacent. Ouais, c'est un KPI sous-jacent de productivité. Ok, j'étais en train de dire à mon invité, chers auditeurs, Pierre, qui est un entrepreneur récidiviste, qu'il fallait parler près du micro et que si son menton frôlait le micro, c'était qu'il était à la bonne distance. Et donc, tu me dis un KPI sous-jacent de productivité. En ligne dont tu es un, oh, quelle belle liaison dangereuse, un expert. Non, je suis pas un expert, je suis un débutant qui pratique assidûment et qui a très envie de poursuivre dans cette voie-là. Avance un peu sur le KPI. Donc, sous-jacent de productivité. Ouais, en réalité, on sait que capturer le savoir dans une entreprise, c'est fondamental. Pour ça, les entreprises traditionnelles ont créé ce qui s'appelle des process. Des process, généralement, ils sont assez automatiques dans la manière qu'on a de les appliquer, puisqu'ils vont dans le détail de la maîtrise de faire un truc, mais avec un niveau de détail qui est vraiment très poussé, etc. En ligne, ce qu'on essaye de faire, déjà, on les appelle pas des process, on les appelle des standards, mais ça, c'est un détail. Et un standard te donne pas forcément exactement le détail de comment faire la chose, mais te donne des indications sur quel est le bon geste clé. Mais ça se rapproche un peu. J'ai lu un bouquin génial qui s'appelle La règle pas de règle, ouais. par le fondateur de Netflix, qui dit ça. Il dit faut dire aux gens où aller, mais si tu les as recrutés, tu peux leur faire confiance pour trouver la bonne solution pour y aller. Exactement. Plutôt que de leur donner le process. Il faut leur dire qu'une rentabilité doit être de X% sur un voyage professionnel. À eux de choisir l'hôtel dans lequel ils vont dormir. S'ils ont cette responsabilité au final claire en tête, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est pour 2 raisons. C'est la première, parce que comme ça, tu leur donnes l'autonomie et tu leur donnes la possibilité, eux, d'aller apprendre et non pas d'appliquer un process bête et méchant. Et deuxièmement, tu leur permets, à travers cette autonomie, de pouvoir faire ce que nous, on appelle en ligne le Kaizen, c'est-à-dire d'aller apprendre à faire des nouveaux trucs. Kaizen, c'est pas le continuous improvement, c'est ça? Si, c'est ça. Ouais, okay. C'est ça. Donc en fait, un Kaizen, c'est comment est-ce que j'améliore un standard que je sais déjà faire, mais sur lequel je me rends compte qu'il y a encore une faille ou qu'il y a un moyen d'améliorer les choses. Standard versus process. Déjà, honnêtement, tu dis c'est un détail. C'est pas tant un détail que ça. Non, mais c'est assez provocateur. Process, c'est mets un pied devant l'autre. Ouais. Standard, c'est avance. Réfléchis. Débrouille-toi, réfléchis pour avancer. Et on capture le savoir pour te permettre aux autres de comprendre ce que tu as appris. Et tu le captures comment? Ah bah alors, c'est des Word, nous on est sur Notion et c'est là qu'on capture l'ensemble de nos standards. Et comment est-ce que ton standard ne devient pas un process? Bah justement parce que tu as des gestes clés. Donc par exemple, je vais prendre là le dernier standard que j'ai regardé pendant un Gemba Walk. Donc Gemba Walk, c'est quand on va sur le terrain pour regarder justement comment les choses se passent sur le terrain, quels sont les irritants que l'on rencontre. Et c'est ça qui permet notamment pour un patron, de faire ce qu'on appelle l'eye hélicoptère, c'est-à-dire
de raccrocher la stratégie de la boîte à ce qui se passe vraiment sur le terrain. Parce qu'au bout d'un moment, tu sais, tu deviens, tu dois connaître ça. Quand la boîte grossit, tu commences à être déconnecté un petit peu de ce qui se passe sur le terrain. Et plus une boîte grossit, et moins le patron est sur le terrain, et du coup, plus il prend des décisions qui sont déconnectées de la réalité de ce que vivent les équipes. Le Gemba Walk, c'est ça, hein? Ouais, le Gemba Walk. G-E-M-B-A, plus loin walk comme une marche, W-A-L-K. Exactement. Et moi, je passe 2 jours par semaine, donc c'est énorme hein, dans mon emploi du temps. Je passe 2 jours par semaine avec les équipes. Donc dernièrement, je crois que c'était avant-hier, je suis allé m'asseoir avec notre team leader de la relation client. Et elle me dit ah bah tiens, j'aimerais bien te présenter notre standard sur passer une commande au téléphone avec un client. Et donc là, on a ouvert son standard. Et puis elle m'a dit bah voilà, donc voilà comment on fait. Donc le premier geste clé, c'est de dire il faut que je sois accueillant avec le client. On lui dit pas il faut sourire avec 3 dents qui se voient, etc. C'est juste un geste clé de comment. Et là, tu peux dire ok, c'est quoi le KPI? Parce que chaque geste clé a un KPI de mesure, j'imagine. A un KPI sous-jacent de productivité qui permet de montrer aux collaborateurs qui réalisent la pièce est-ce que oui ou non je suis dans une situation OK ou pas OK. Et alors comment tu mesures être accueillant avec le client? Et bah, c'est là où tu vas te dire est-ce que je suis dans le bon état d'esprit? C'est-à-dire j'ai laissé de côté mes problèmes, je me suis engueulé avec ma femme hier soir, etc. Bah, quand j'ai un client au téléphone, je souris. Okay. Et je le considère comme un ami. Et j'accueille mon ami et je vais l'aider à résoudre son problème qui est quoi? Qui est de passer une commande. Et il a besoin de moi pour ça. Et c'est un peu l'opposé de quand tu appelles demande-lui SFR son nom, ou Orange, demande-lui sa boîte, demande-lui un numéro de téléphone pour être sûr de le... Ok. Exactement. Et donc c'est là où et donc on a fait ce Gemba Walk ensemble. Et c'était hyper intéressant parce que du coup, on a pu aller dans beaucoup plus de détails sur des gestes clés. Je disais, mais par exemple, comment est-ce que tu rassures un client qui est flippé par rapport à son numéro de carte bancaire? Elle me dit, bah, c'est simple. Chez nous, toutes les données sont cryptées. Je lui ai dit, bah, ok. Est-ce que ça, tu l'as noté dans le standard? Parce que c'est un élément qui est hyper important pour une nouvelle personne qu'on onboard qui commence à travailler à la relation client, qui sait pas forcément que nos données de carte bancaire sont cryptées, qu'elles pourront pas être réutilisées. Et du coup, de le noter, lui, quand il va lire son standard, il va se dire « Ah tiens, j'ai cet élément-là que je peux donner en réassurance pour le client. » Mathieu, Stéphanie, sur Génération Do It Yourself, mon associé, vous l'avez peut-être entendu, a fait un super épisode avec Thierry Pic, le laveur de carreaux, un mec qui lavait des carreaux, puis qui a monté une boîte, et puis un jour, il se retrouvé, ils sont 4000. Okay. C'est pas une boîte du CAC 40, mais c'est une belle grosse boîte. Super épisode que je vous recommande. Il parle de la différence entre mission et fonction. Et ce que tu dis là, ça me fait un peu penser à ça. Ta mission, c'est d'accompagner ton client qui va prendre une commande. Ta fonction, c'est d'enregistrer un bon de commande. C'est pas pareil. Exactement. Il y a une intention, alors que dans l'autre, il y a juste un automatisme. Toujours inspiré par le lean, ça devient d'où? Attends, je reviens, ça fait déjà 7 minutes. On est rentré dans le sujet, on était en train d'avoir une conversation intéressante et je me suis dit, vas-y, lance l'enregistrement. Je vous présente, chères auditrices, chers auditeurs, Pierre Leblond, qui est entrepreneur, récidiviste, 3 boîtes, 4 boîtes, si je rajoute la boîte qui fait de l'upcycling de rendez-vous des stocks, dans la déco au sens large. Et il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. Donc tu as Mister Babyfoot qui vend des babyfoot, tu as Rendez-vous Déco qui vend du mobilier, deux DNVB qui vendent donc en direct to consumer. Tu as racheté une boîte à un presque associé, puisque vous alliez vous associer avec le Benjamin, c'est ça? Alexandre. Et je précise que c'est même un ami. Et c'est un ami. Vous alliez vous associer un jour. Finalement, vous avez choisi de faire vos chemins séparés. Et lui, il a fondé Arto, que tu as racheté quelques années plus tard. Donc, tu me raconteras ça. Et racheter une boîte e-com, enfin, retail e-com, c'est pas évident. Nous, on s'est planté sur ce sujet. Donc, j'aimerais bien comprendre comment tu l'as fait. T'as fondé une partie de tes boîtes avec ta femme, ça aussi c'est un sujet que j'ai envie de creuser, qui est hyper intéressant. Et voilà, et t'es un
pas un ayatollah, mais tu pratiques le lean dans tes sociétés. C'est pour ça qu'on est rentré là-dessus. Exactement. Bienvenue sur le panier, Pierre. Merci de me recevoir. Je t'en un plaisir d'être là. Donc raconte. On revient sur le lean. Ça fait longtemps. Ça vient d'où? Donc le lean, je l'ai découvert par Alex justement. Donc mon associé aujourd'hui sur Arto, parce que je lui ai racheté Arto, mais il est resté associé dans la société. Donc ce qui fait qu'on est aujourd'hui associé sur cette structure et d'autres d'ailleurs. Et c'est lui qui m'a parlé le premier du lean. Il avait des fonctions chez Auchan et il avait rencontré des mecs qui lui avaient parlé du lean et lui cherchait un système justement pour créer vraiment un nouveau département très innovant chez Auchan. Et il a progressé dans cette pratique et il m'en a parlé. Et moi, je cherchais des solutions à ce moment-là, parce que j'étais passé, on va dire, dans l'histoire de la boîte d'un management comme on l'a dans les Startup Nation, c'est-à-dire un peu tout le monde fait tout et un peu n'importe quoi aussi d'ailleurs. Et puis on commence à grossir et là on dit sur quoi je me raccroche. Puis tu n'as pas de modèle parce que tu as fait une école de commerce, mais en école on n'apprend rien sur comment construire une équipe. Et donc tu fais un peu comme tu penses, comme tu l'as vu dans les films et dans le film Le Parrain 2, 3. Et du coup tu es patriarcal. Et puis à un moment donné, comme moi en tout cas, moi c'était mon cas, ce qui guide l'ensemble de mes choix, c'est ma liberté. Je sentais que j'avais de moins en moins de liberté et que tout reposait sur moi. Et là, j'ai cherché un moyen de me défaire de ça et on a appliqué ce qu'on appelle l'entreprise libérée. Donc je suis rentré dedans par un bouquin qui a été écrit par Lalou, qui est un Belge, qui s'appelle Reinventing Organization. Bien sûr, la Bible, voilà. Et on a expérimenté ça quand même pendant 4 ans. Donc on allait vraiment très très loin. Chaque semaine, on se retrouvait, on écrivait notre propre règles, etc., etc. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui foirait là-dedans et je cherchais une nouvelle solution. Et c'est comme ça que j'ai eu des discussions avec Alex et qui m'a dit tu devrais quand même regarder ce truc-là parce que je pense que c'est compatible avec toi. Et là, j'ai suivi une formation. Et c'est comme ça que j'ai découvert. T'avais déjà des truc. boîtes en cours à ce moment-là? Ah mais c'était en 2016, tu vois, donc okay. On avait déjà pas mal. Non, même plus tard. Ça veut dire que 2019, quand on a commencé à découvrir le lean, et là aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on pratique. Le libéré, tu l'as fait 4 ans? Le libéré, j'ai fait 4 ans. Ok. Voilà. Le lean, pardon, tu le sens durer encore? Ah le lean, je pense que ça va me guider jusqu'à la fin de ma vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le libéré? Enfin, où est-ce que tu as ressenti des frictions? Parce que c'est une question de culture aussi, donc ça faut vraiment j'ai l'impression une adéquation complète. Ça marche très très bien pour certaines boîtes. Ouais. Nous ça a bien marché dans le sens où ça a permis de rendre de l'autonomie à tout le monde, de créer une motivation qui était aussi énorme dans la boîte. Le seul truc qui est vicié dans l'entreprise libérée, c'est que c'est une entreprise qui est tournée vers elle-même, vers son noyau, vers ses salariés, vers le bien-être de ses salariés, et qui omet un truc, c'est la satisfaction de ses clients. Parce que ce qui compte pour une boîte n'a de pérennité que si elle satisfait ses clients. T'es d'accord avec ça? C'est-à-dire que si jamais elle satisfait pas ses clients, au bout d'un moment, ils vont se détourner de son produit, de son service, et ils vont aller ailleurs. Et la boîte va mourir. C'est mathématique. Dans le lean, on cherche la satisfaction des clients avant tout. Et pour trouver la satisfaction des clients, on sait qu'il faut développer les humains qui créent la valeur pour le client. Et tu vois, et du coup, c'est ce que j'allais te répondre et je me suis retenu, mais c'est ce que j'allais te répondre sur la satisfaction client. Elle va de pair, c'est un cercle vertueux avec la satisfaction employée aussi. Exactement. Mais dans le lean, on est très focus et on est très au fait de ce qu'on cherche à faire. Okay. C'est que pour satisfaire les clients, il est nécessaire d'avoir un système d'apprentissage à l'intérieur de l'entreprise et donc de développer les gens. Et comme on sait que la motivation naît du succès, si les personnes se développent et apprennent des nouveaux trucs chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, qu'elles se sentent progresser, elle garde un niveau de motivation qui va être super haut. T'as dit la motivation naît du succès? La motivation naît du succès, ouais. Si je rencontre pas de succès, c'est très difficile d'être motivé. C'est pour ça que... Mais si... Vas-y. Ouais, ok. Et c'est pour ça que dans le lean, on cherche
à traquer la performance. Pardon, je pourrais le dire dans l'autre sens. Tu vois mon regard interrogateur. Du succès naît la motivation aussi. Et de la motivation naît du succès. Enfin, tu vois, c'est vertueux, ça va dans les deux sens, quoi. Exactement. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait de la motivation parce que sinon, tu rencontres pas de succès. Et donc, pour motiver les gens, on part du principe que apprendre des nouveaux trucs, c'est hyper fort pour permettre aux gens d'être motivés. Tu sais pourquoi on se barre d'une boîte? Manager? Ouais, mais manager, ouais, mais pourquoi? Parce que t'es meilleur que ton manager. Ok. Ou que t'as l'impression que t'apprends plus rien. Et si t'es meilleur que ton manager et que t'as pas la place de ton manager, tu commences à te dire que, il faut que tu te barres parce que t'es pas à la place que tu devrais avoir. Mais quand ton manager, c'est finalement pas un manager, mais c'est une personne qui est là pour te permettre de progresser, c'est le rôle de nos team leaders versus un manager dans une boîte classique, c'est que le mec, 50% de son temps, il le passe à progresser lui-même dans la pratique et à former les équipes. Mais pas à former les équipes avec le regard du père qui dit est-ce que tu as bien fait ton truc? Mais plutôt, est-ce qu'il y a un truc qu'ensemble, on peut craquer aujourd'hui et qui te permettra d'être meilleur? Et donc, il n'y a pas une relation hiérarchique ou on va dire de maître à élève dans ce sens-là, mais plutôt de la personne qui est là pour me permettre de progresser. Et en ligne, c'est ce qui s'appelle d'ailleurs un sensei. J'ai des sensei, j'ai 2 sensei qui m'aident à progresser dans ma pratique. Qui sont tes sensei à toi? Moi, c'est Jacques Chaise, qui est un homme qui a eu un succès incroyable dans sa carrière professionnelle et qui aujourd'hui accompagne des entrepreneurs comme moi en tant que sensei pour orienter le regard. Tu vois, un sensei, c'est pareil, c'est pas un mec qui te dit quoi faire. C'est quelqu'un qui est à tes côtés, qui fait du gemba avec toi et qui oriente ton regard. Il te dit, tiens, peut-être que tu devrais regarder ce truc-là. Il te donne pas la solution. Ce qui est assez perturbant, hein. Et ce qui est très différent d'une boîte de conseil ou d'un coach qui vient, il regarde, et puis derrière, il te dit tiens, je t'ai fait un PowerPoint et en 3 points, je te dis comment tu vas avoir du succès. Regarde par là, tu vas regarder, tu vas faire tes apprentissages, tes analyses, ta compréhension, te faire ton insight. Ensuite, il y a le courage de prendre les décisions qui vont dans le sens de ce que tu as observé et des améliorations que tu peux apporter. Ton sensei, il t'accompagne aussi là-dessus? Ça vient de toi, hein? Ouais. Ok. Donc, t'as 2 sensei. Il y a ce monsieur. Oui. Et le deuxième. Et il y en a un autre qui s'appelle Philippe Fesneau et avec qui on travaille aussi. La différence entre les deux, c'est que Philippe, lui, est beaucoup plus technique, on va dire. En tout cas, c'est par là que nous, on a pris l'accompagnement. C'est que Philippe, lui, est beaucoup plus technique. Ce qui fait que il va nous accompagner plutôt sur les outils, comment bien utiliser, comment bien comprendre la méthodologie, etc., etc. Sans mettre de process en place. Non. Que du standard. Exactement. Tout en disant, voilà, par exemple, je vais te prendre un exemple. Il y a des longs mois maintenant, parce qu'on utilise cette méthodologie depuis un paquet de temps, mais il est venu, il nous dit, il y a un truc qu'on fait en ligne qui est très très fort. C'est ce qui s'appelle la résolution de problèmes. C'est-à-dire que dans nous, comme on fonctionnait avant, c'est qu'on rencontrait un problème et on faisait les pompiers. C'est-à-dire que on mettait directement un pansement. J'ai tel problème. Tiens, par exemple, tel client n'a pas réussi à passer commande. Ok, il a commandé, il voulait commander comment? Par CB. Ok, propose-lui un paiement par chèque ou par virement. T'éteins des incendies. Tu résous les problèmes. Voilà. En fait, j'aime bien l'image de mettre un pansement, parce que tu sais, le pansement, ça te paraît clean en surface, mais dessous, potentiellement, ça gangrène. La RDP, ce que tu fais, c'est que tu recherches la cause racine. Donc, RDP, c'est résolution de problème. Donc, plutôt que d'essayer de résoudre immédiatement le problème, tu dis, OK, on va regarder le problème dans sa globalité. Donc, on va réunir les gens qui sont concernés par le sujet. Et là, on va se poser la question de, déjà, c'est quoi le problème? Parce que tu remarqueras, si tu le fais, que il est déjà très difficile de bien définir quel est exactement notre problème. Une fois que tu as le vrai problème, tu vas chercher quelles sont les causes racines. C'est comme un oignon, faut piler. Exactement, et c'est exactement ça. Jusqu'à arriver au cœur, et si tu résous le truc à sa racine, tu rencontreras plus jamais le problème. Donc, en faisant ça, ça prend un peu plus de temps, mais d'un autre côté, tu résous réellement des choses et tu entraînes l'ensemble des collaborateurs
avoir une pratique délibérée, donc d'analyse de ce que l'on fait. Et l'apprentissage vient de là. C'est quand tu as le sentiment que tu as compris un nouveau truc ou que tu as défait ce qui s'appelle une misconception. C'est une idée fausse. On est rempli d'idées fausses. Et le but, c'est justement d'arriver à les identifier pour les corriger et puis que demain, on puisse fonctionner d'une manière plus fluide et qui soit plus satisfaisante pour le client. Et tu arrives à faire du lean. Donc, vous êtes une quarantaine de collaborateurs, 3 sociétés, une vingtaine de millions, je ne veux pas dire de bêtises, dans ces eaux-là, c'est ce que j'avais retenu. Exactement. Sur l'ensemble du groupe. Hein. Exactement. Et combien de collaborateurs sont sur des fonctions support ou transverses aux 3 boîtes? Alors, on va avoir le graphisme, on va avoir les devs et la finance. Donc, tout ça, ça représente une quinzaine de personnes. Donc, presque la moitié de la boîte. De l'effectif. C'est ça, ouais. Qui est en transverse. Comment tu appliques le lean à un nouvel arrivant? C'est simple. Formation, apprentissage. Ouais, on a un onboarding qui est. Ça, c'est justement un des trucs qu'on avait du mal à faire avant. Et avec la pratique qu'on a aujourd'hui, en fait, tu rentres dans la boîte, on a tout un parcours pour t'expliquer justement notre philosophie, nos valeurs, comment on fait les choses. Et la formation se fait avec le team leader sur la base des standards. Étant donné qu'on a capturé l'ensemble des missions dans des standards et avec des KPI sous-jacents de productivité qui te permettent de voir si tu es en situation normale ou anormale, du coup, les mecs, ils sont formés par le team leader avec une base qui est justement les standards. Ok, les standards, les gestes clés, les KPI pour les mesurer, et ainsi de suite, quoi. Exactement. T'as parlé du Gemba Walk avec ton sensei, mais d'une autre manière, j'ai l'impression. Le Gemba Walk, c'est quoi? Ou le Gemba, t'as dit on fait un Gemba. Ouais, mais c'est pareil. Le Gemba, c'est se rendre sur le terrain. Donc, moi, je le fais avec mes équipes. Les team leaders le font avec leurs équipes également. Et mon sensei le fait avec moi. Et en fait, c'est juste de se rendre sur le terrain pour se rendre compte vraiment dans le détail. Moi, je peux très bien aller sur un Gemba avec des graphes. Des graphistes, alors que je suis pas du tout designer. Mais c'est quoi? C'est du shadow work? Enfin, tu te mets derrière son côté de lui, pardon, pas forcément derrière, mais tu regardes. À côté, tu regardes, tu te tais, surtout, t'essaies de parler 20% du temps, et le reste, tu observes, et tu permets d'orienter le regard de la personne qui est en train de faire, en posant des questions. Tiens, pourquoi est-ce que tu fais ça comme ça? Et qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce qui représente une victoire dans ce geste pour toi? Tiens, remontre-moi le détail de... Et en fait, tu orientes la personne pour qu'elle-même puisse découvrir où est-ce que potentiellement elle pourrait améliorer ces gestes clés-là. Et toi, en faisant ça, ça te permet aussi de mieux découvrir la boîte. Bizarrement. Oui, ou de pas perdre en tout cas le fil. Et de pas perdre le potentiellement. fil. Potentiellement. Pas t'éloigner trop de l'opérationnel. Complètement. Tu vois des frictions au lean? Si tu te gères, tu vois, l'avocat du diable, ouais. Ouais, j'en vois une, c'est que le lean, c'est très dur. C'est très dur parce que tu raisonnes par les irritants et par les problèmes. Dans le lean, en fait, un problème, c'est génial parce que c'est une manière de s'améliorer. Ce que ça veut dire, c'est que c'est très très dur pour tout le monde parce que ça te montre à quel point tu es nul. Donc c'est une machine à broyer aussi de l'humain. De la motivation potentiellement pour quelqu'un qui peut être un peu sensible. Et donc il y a une phrase qu'on dit souvent qui est pas de nous mais qu'on a reprise, c'est il faut être extrêmement dur avec les problèmes et extrêmement doux avec les gens parce qu'on ne cherche pas qui a fait la faute mais pourquoi la faute s'est passée. Et ça change radicalement la manière dont on prend les choses parce que dans une boîte classique, je me fais un peu caricatural en disant ça, mais il y a une erreur qui est faite et plus les boîtes sont grosses et plus les mecs ont sous eux des fusibles. De dire tiens, ça a foiré là, on va dire non mais c'est pas moi, c'est lui. Et le mec, on le met sur le bûcher, on le vire et machin. En ligne, on va dire quel est le problème, qu'est-ce qui s'est passé, et en tout cas la manière dont moi je raisonne, c'est que tout ce qu'on fait de mal dans la boîte, j'en prends ma part de responsabilité, c'est de ma faute. Parce que j'ai pas mis en place justement les bons standards, etc., etc. Donc on se victimise pas. Ouais, c'est une question d'ownership. Enfin, voilà. Pour moi, la responsabilité, l'ownership d'un sujet, c'est hyper important. Exactement. Et ne pas se reposer sur. Tu fais des RACI ou pas? Non. Le RACI, c'est une vieille méthode, mais qui marche. Hein, mais c'est juste de savoir qui est responsable de faire avancer un projet, qui est accountable. Le A. Accountable, c'est
c'est sa responsabilité que le projet ou que le truc réussisse. Le C, c'est le consultant, c'est la personne qu'on va interroger pour faire avancer le sujet potentiellement, et le I, c'est qui est-ce qu'on informe. Nous, on raisonne différemment, c'est qu'on a ce qui s'appelle des A3, donc c'est avant de démarrer un projet ou d'améliorer un truc qu'on fait déjà, on se pose avec les personnes qui sont concernées par le sujet et on fait ce qui s'appelle un OBIA. Et un OBIA, c'est justement en 6 points. 1, quel est le problème auquel on s'attaque? 2, quel est l'objectif que l'on vise? 3, pourquoi est-ce qu'on rencontre ce problème ou et quelle est l'opportunité que l'on veut attraper? 4, quelles sont les grandes étapes du projet? 5, quelles sont les premières étapes détaillées du projet? Et 6, quels sont les KPI qu'on a envie de traquer? Ok, j'ai pas compris comment tu appelais ça. Un quoi? Un A3. Un A3, c'est parce que ça a le format d'un A3. Voilà. Donc on appelle ça un A3 projet ou un A3 Kaizen. Et à l'intérieur, tu as le team leader qui est responsable du projet. Mais ça veut pas dire que c'est lui qui est responsable de la réussite du projet. C'est lui qui est responsable que le projet avance. Mais à l'intérieur de ça, chacun a sa part de responsabilité. Et on s'organise dans ce projet-là parce qu'il s'appelle un Kanban. Je sais pas si tu vois ce que c'est, un Kanban, mais un Kanban, c'est ce qui pourrait s'assimiler à un système de production. C'est qu'on considère chaque chose que l'on produit comme justement un produit. C'est-à-dire faire une soirée ou un séminaire d'entreprise, c'est un produit. Le produit, c'est quoi? C'est réussir un séminaire d'entreprise. Et pour réussir un séminaire d'entreprise, tu as des étapes de production. Et ces étapes de production, ça va être, je sais pas moi, un truc à la con, c'est de prévenir tout le monde de la date et de l'heure, de faire le programme, de l'envoyer à tout le monde, de vérifier si personne a des contre-indications médicales pour l'activité que tu veux faire, vérifier le temps, réserver l'endroit où on va dormir, réserver pour le repas, etc. Donc en fait, tu as plein d'étapes et le Kanban nous permet de se mettre d'accord entre tous les contributeurs sur qui va intervenir et à quelle étape. Et ensuite, tu regardes comment ces étapes, est-ce qu'elles avancent et où est-ce que ça bloque. C'est pour ça qu'on dit tirer le Kanban pour visualiser d'où viennent les problèmes. Parce que quand tu fais ça, tu te rends compte, tu dis, putain, c'est bizarre, cette pièce, elle est bloquée là. Là, tu dis, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas ici justement, je sais pas comment faire. Je sais pas comment, tu vois, par exemple, comment contacter tous les mecs de la boîte sans les faire chier ou sans que ça passe, sans qu'on passe au travers dans un Slack, par exemple. Donc, et souvent là où on bloque, c'est généralement là où on a une faiblesse, où il y a un truc qu'on n'a pas encore craqué. Ok. A3 problem solving, A3 Kaizen. Tu me refais les 6 étapes? Ouais. Donc la première, c'est quel est l'enjeu, quelle est l'intention? Pourquoi est-ce qu'on est en train de se parler de ce sujet-là? En 2, quel est l'objectif que l'on vise? C'est-à-dire qu'est-ce qui représenterait une victoire pour nous? En 3, tu vas voir quelles sont les causes racines qui ont précipité ce problème-là. Parce que je fais un tout petit aparté. Non, je finis ça et je te dis après. En 4, ça va être les grandes étapes de ton projet. En 5, ça va être les étapes détaillées de tes premières du premier truc que tu dois faire, tu vois, c'est ce qui permet de te lancer en fait. Ouais, le first step quoi. Voilà, exactement. Et en 6, ça va être quels sont les KPI qui me permettent de mesurer que j'ai réussi mon objectif. Parce que si j'ai pas de KPI, je serais pas capable de dire si j'ai réussi ou pas. Et 2, c'est hyper frustrant pour les équipes qui sont en train de réussir à faire un truc de pas en retirer la satisfaction. Tu te souviens, on disait que la motivation naît du succès. Et donc, si jamais je suis capable de montrer aux collaborateurs qu'ils ont du succès, et si eux-mêmes sont capables de s'auto-évaluer dans leur succès, ça crée une motivation qui est énorme. Et en plus, je suis capable de la partager en équipe. Tu rencontres des frictions humaines? Il y a des gens qui collent pas au... Il y en a qui se sont barrés. Parce que très peu, okay. Mais il y en a, notamment une, et c'est très bien. Oui, bien sûr. J'ai aucun problème. Il y en avait une qui était rentrée pendant l'entreprise libérée. On l'a complètement perdue pendant le Covid. Elle était traffic manageuse. Pendant le Covid, elle s'est transformée en cuistot maison, quoi. En fait, elle faisait des gâteaux, des trucs. Et comme on était en entreprise libérée au tout début du Covid, on n'a pas été capable de repérer que c'était en train de partir en cacahuète et qu'elle était en train de décrocher, quoi. Avec le Lean, quand on a appliqué le Lean, en fait, tu t'intéresses à ce que font les gens. En t'intéressant à ce que font les gens, c'est pas du flicage.
c'est que quand tu t'intéresses à ce que quelqu'un fait, bah, ça lui donne envie de réussir ce truc-là. Et elle avait pas du tout envie qu'on s'intéresse à ce qu'elle faisait, donc elle nous a dit gentiment qu'elle préférait partir, mais c'est très bien, quoi. Encore une fois, pas de problème. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que depuis qu'on a mis en place cette philosophie-là, on a un turnover qui est très faible. Et comme on s'est amélioré en plus dans notre recrutement, c'est-à-dire qu'on sait mieux aujourd'hui quels types de profils sont compatibles avec notre philosophie, ça nous permet de faire des recrutements qui sont souvent de qualité et qui portent la boîte plus loin, quoi. C'est ça qui est intéressant. Passionnant. On pourrait en parler encore des heures, mais j'aimerais bien que tu me parles du rachat de Arto. Donc, ouais. on va prendre, chères auditrices, chers auditeurs, les sujets comme ils viennent. Il y en a beaucoup et ce sujet-là m'intéresse particulièrement. Nous, on a un startup studio chez Cosa Vostra. Cosa Vostra, c'est un cabinet de conseil en strat digital, à la fois conseil et agence digitale. Mais on a à côté de ça un startup studio parce que mes associés et moi-même, on a été piqués par l'entrepreneuriat très tôt. Et depuis une dizaine d'années, on a créé une dizaine de startups. On en a revendu 5 ou 6. On en a arrêté une, coupé une dans l'œuf. Il y en a 2 qui sont en train de démarrer et qui cartonnent. C'est Alvo.market et Orso Media. Orso Media, c'est un label de podcast indépendant. Et Alvo, je vous invite à aller voir Alvo.market. C'est une boîte qui facilite la transmission d'entreprise. C'est le bon coin du business, en gros. Et on a eu une expérience de rachat, justement, il y a quelques années où on a acheté une boîte qui s'appelait Envoûté, qui vendait des thés sur abonnement en B2C. Et on avait l'ambition de la passer en B2B. Et en fait, on n'a pas réussi à l'intégrer, à la transformer correctement au bon rythme avec les bonnes personnes peut-être. Et du coup, le sujet des rachats m'intéresse vachement parce que Alvo Market est en train de décoller et exploser et parce qu'on a eu cette expérience ratée, disons-le, dans le passé. Un jour, avec Benjamin, Alexandre. Putain, c'est la deuxième fois, je crois. Il me semble. Ouais, c'est la deuxième fois avec Alexandre Mully. Vous discutez de créer une boîte. Donc, je reviens largement en arrière. Vas-y. C'est que on a fait une école de commerce ensemble et le SCP pour la le M Lyon. Le M Lyon, pardon. Le M Lyon pour la neuvième. On s'est super bien entendu. On s'est rencontrés pendant ses études et on partageait l'envie d'entreprendre. Moi, d'origine vietnamienne, j'ai toujours eu un lien privilégié avec l'Asie, donc je savais que j'allais passer un bout de mon temps là-bas et que dans l'entreprise que j'avais créée, je voulais garder ce lien entre l'Asie et la France, là où j'ai mes 2 racines. Avec Alex, on se retrouve par hasard à Shanghai, lui en tour du monde et moi j'ai mon premier job, je bosse chez Auchan, donc à la trading, je fais des achats et tout, quoi, super intéressant. Basé où ? À Shanghai. Et là, je vois naître devant mes yeux, parce qu'ils étaient basés à Shanghai, l'équipe de MyFab, donc qui était un des premiers marchands dans le meuble et qui proposait ce qui s'appelait à l'époque de l'achat groupé. Ouais, et qui s'appelait pas MyFab d'ailleurs au début. Si, ça s'appelait MyFab au début, pardon, c'est ça, voilà. Ouais, si, il s'appelait MyFab. Bon, l'histoire a pas duré très très longtemps, je crois que ça a dû durer 3-4 ans et puis la boîte est morte. Mais il y a une émanation de MyFab qui a fonctionné parce que ça s'appelait made.com et qui malheureusement a disparu il y a quelques semaines, quelques mois, avec fracas d'ailleurs, parce que c'était une boîte qui était montée très vite, très haut. Et bref, on se retrouve avec Alex à Shanghai et je lui dis écoute, il y a quand même un truc qui est super cool, le meuble sur internet. Regarde, il y a cette boîte là qui existe, je vois plein de trucs qu'on pourrait faire différemment. Est-ce que ça te dit qu'on essaye de réfléchir le truc? Et donc moi je finis mon taf chez Auchan, je rentre en France, que j'avais envie de rentrer. Lui finissait son tour du monde, donc on se retrouve en France et là on commence à bosser ensemble sur le concept et on monte tout le projet. Et au bout de quelques mois, on se rend compte que si on veut rester potes, il va falloir qu'on arrête de travailler ensemble. On n'était pas du tout assez mature à l'époque pour ça, mais on a eu quand même la maturité de s'en rendre compte. Ben c'est bien, c'est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal parce qu'on l'a fait avant de créer la boîte. Ça aurait été beaucoup plus problématique si ça avait été au bout de quelques mois d'activité. Et donc voilà comment sont créés Arc-en-Ciel d'intérieur avec Rendez-vous déco chez moi et Arto chez Alex. Et voilà. Et donc Alex a bossé quelques années chez Arto. Donc Arto, c'est un éditeur de meubles haut de gamme
qui est en gros à la croisée des chemins entre des influences méditerranéennes et scandinaves, et avec dans chaque meuble le souci d'un défi technique, de forme géométrique, géographique. J'étais dans la Méditerranée, géométrique, voilà, et de matière, et un jeu de matière. Voilà, donc et donc Alex reste dans cette boîte quelques années, qui ensuite est transformée, elle pivote avec Mais sur un modèle d'achat groupé aussi ou pas? non, du tout, sur un modèle classique d'achat d'achat et de revente de meubles. Donc c'est du négoce, du négoce, avec un peu de création quand même. Je dis ça, mais non, il y avait quand même déjà de la création. Mais bon, grosso modo, c'est du négoce. Et là, ça devient un vrai éditeur de meubles sous la houlette de Amandine Merle, qui a travaillé et qui a transformé Artaud. Et puis après quelques on va dire divergences de point de vue avec l'actionnaire, elle décide de quitter. Puis je crois qu'elle a envie d'entreprendre sur une nouvelle aventure, ce qu'elle a fait depuis avec Plume. Et à ce moment-là, Alex me propose de racheter Artaud. Et moi, bon, j'ai jamais racheté de boîte. Attends, stop. Ouais. Tu es qui à ce moment-là? Comment marchent tes boîtes? Comment sont tes finances? Combien de CA fait Artaud? Alors, moi, je suis d'origine vietnamienne et je suis savoyard aussi. Et le modèle dans lequel je me suis inscrit dès le démarrage de la boîte, alors qu'on était dans les années folles du e-commerce, où on arrivait à lever à tour de bras, etc. Nous, on a toujours visé la rentabilité. Donc, on a lancé Arc-en-Ciel d'intérieur, et au bout de 3 ans, on a été rentable et on n'a jamais plus été non rentable. Ce qui est quand même assez... on est fier de ça, parce que dans 3 ans, c'est long. Comment tu l'as financé? Ah bah pendant 3 ans, on a fait 2 levées de fonds, Ouais. mais plutôt en love money. Et voilà. Et bon, c'est long et en même temps, c'est pas long, parce que quand tu regardes certains sites de e-commerce, ils sont au bout de 15 ans toujours pas rentables. Oui, D'ailleurs, je lisais hier, je crois que Airbnb était pour la première fois rentable. Et ça date de 2006, 2007. Ah ouais? Je sais pas, c'est vieux. Airbnb. Ah, j'aurais dit 2012 ou un truc comme ça, non? Non, c'est plus vieux que ça. Plus vieux que ça? Au début, ils ont vendu des... Bon, c'est une histoire qui est passionnante, mais on en parlera plus tard. Et donc, tu vois, ils sont rentables. 2008. Voilà, ils sont rentables pour la première fois cette année, alors qu'ils ont le vent qui pousse dans les voiles très fort, parce qu'on sait que les gens sont... 6 milliards de revenus. Ouais. Tu vois le point 6 mort. 6 milliards pour être rentable. Ouais, le point mort, il est haut. Ok. Donc la situation, c'est que nous, on était rentable, on était bien, on a toujours eu une croissance qui était assez soutenue sur Arc-en-Ciel d'intérieur, donc on n'était pas du tout en recherche de quoi que ce soit. En revanche, quand il me l'a proposé, je trouvais que l'histoire était assez sympa de reboucler après avoir failli s'associer quelques années avant. 2, on était hyper intéressés par Artaud, parce que Artaud, c'est une petite boîte, mais avec une super image. Vraiment, Amandine a fait un boulot de dingue là-dessus. Et c'est beau, hein. Ouais. Je l'ai pas dit, pardon. HARTO, artodesign.fr. Arto, HARTO, design.fr. Exactement. Et donc, nous, on était très intéressés par ajouter cette verticale haut de gamme dans notre catalogue de boîtes. Voilà. Et puis après, quel chiffre faisait Artaud à ce moment-là? 2 millions. Ok. Rentable? Malheureusement, ça avait jamais été rentable. Donc tout l'enjeu était là. Nous, quand on a étudié, la manière dont on a raisonné, c'est que d'abord on s'est dit faisons un état des lieux de cette boîte. Donc là, j'ai mandaté un expert comptable pour qu'il aille étudier dans le détail les comptes de la société. Et quand tu sais lire les bilans d'une société, ça te permet d'explorer plusieurs sujets. Donc là, ça nous a permis de faire un vrai état des lieux. On a mandaté aussi un avocat pour faire un état des lieux de tout ce qui était contractuel, parce que tu peux avoir des surprises assez désagréables à ce niveau-là, notamment avec des engagements très lourds que tu n'es pas capable soit de supporter, soit que tu n'as pas envie de garder. Donc on a fait ce boulot-là. Ça a été la première phase. Tu t'es pas fait accompagner par une boîte de M&A? Non, les cabinets de M&A pour des boîtes qui font 2 millions, ils t'arrachent la tête.
parce qu'ils te disent nous on a des fees minimum de X, et toi quand tu regardes la taille de la boîte, ce que tu vas le prix que tu vas la racheter, etc., tu dis mais en fait je suis pas en train de racheter une boîte, je suis en train de participer à l'EBE d'un cabinet de conseil, quoi. Donc nous on a décidé de le faire maison comme on dit, mais de le faire du mieux possible. Et c'est pour ça on s'est accompagné d'un bon expert comptable, qu'on a eu aussi un bon avocat qui avait l'habitude de faire ce type d'audit. Ensuite, on a fait plutôt un état des lieux en se disant de ce qu'on comprend de Arto, qu'est-ce qu'il faudrait faire si demain on était nous aux manettes. Donc là, tu commences à rentrer dans un plan assez précis avec les priorités, parce que une boîte, c'est ça, hein, une boîte, c'est des gens que tu rassembles qui manquent tous de temps, et donc l'enjeu c'est de dire comment est-ce qu'on arrive à prioriser du mieux possible, donc quels sont les critères qui nous permettent de prioriser notre temps étant donné qu'on n'est pas capable de tout faire. Je sais pas si c'est ce que tu vis, mais en tout cas nous c'est exactement ça, c'est qu'on a il y a que 24 heures par jour. Ouais, et puis l'envie de faire d'autres choses que de bosser en plus, donc tu vois, ça limite le temps que tu passes au terrain. Prioriser, c'est important. Mais là en plus il était déjà dans une approche lean. Puisqu'elle te vient d'Alex aussi, cette... Ouais, alors non, parce que Alex avait déjà quitté la boîte depuis assez longtemps, donc il y avait on va dire une trame d'approche lean, mais elle fonctionnait pas vraiment en lean cette boîte. Mais c'est pas grave. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de dire, est-ce que on pense avoir les capacités de pouvoir redresser cette boîte-là et d'en faire une belle boîte. Voilà. Donc derrière, on a établi un plan, on l'a challengé avec l'équipe qui était en place. Ce qui nous a permis aussi... Combien de personnes ? Il y avait 6 ou 7 personnes à l'époque. Dans la boîte. Okay. Et c'est ce qui nous a permis déjà, d'en apprendre plus. Parce que je dis, non, ça on l'a déjà fait, ça n'a pas marché, ça machin. Et puis c'est un prétexte aussi à commencer à travailler avec des gens que tu ne connais pas forcément et tu sais pas comment eux vivent la session de la boîte. En l'occurrence, nous, on a perdu 100% des gens. Pourquoi ? Parce qu'on était, la boîte était basée à Paris. Nous, on a voulu rapatrier pour une question de coût et puis également d'onboarding, hein, de culture, d'acculturation plutôt. Voilà, exactement. Et puis moi, je voulais être tous les jours aux côtés d'Arto. Et si c'était à Paris, c'était beaucoup plus compliqué, etc. Donc il y a eu ce phénomène-là. Puis je pense aussi qu'il y avait un peu de lassitude de certains, parce que quand tu bosses dans une boîte qui gagne jamais d'argent, au bout d'un moment, tu t'épuises, hein, comme on le dit. Hein, j'y reviens, mais la motivation naît du succès. Donc au bout d'un moment, c'est dur. La boîte, elle est dans le mur ? Ou elle vivotait ? Non, la boîte, elle est dans le mur. Ok. Et du coup, comment tu rachètes une boîte comme ça ? Ça vaut pas très cher ? Non, ça vaut pas très cher. Nous, on savait que l'actionnaire n'avait pas du tout envie de faire un dépôt de bilan. Il pouvait pas trop se le permettre même. On savait que il y avait tout intérêt pour tout le monde à ce que cette aventure elle continue, notamment par rapport au niveau des créances qui étaient échues. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a négocié. J'aime bien négocier. Ça fait partie des trucs que j'aime bien faire, parce que la négociation, pour moi, c'est de la communication avec objectif. Et donc, on a négocié. Ça veut dire qu'on a échangé avec l'actionnaire. On s'est mis d'accord sur un truc dans lequel, tout le monde était satisfait. Et c'est comme ça qu'on a dit, je veux pas rentrer dans le détail de la chose, mais on a fait une plutôt bonne opération. En une fois où il y avait un earn-out sur le résultat futur ? Non. En une fois. Ok. En une fois, parce que, sans rentrer encore une fois dans le détail du détail. Moi, je suis content que tu y rentres, hein. T'es pas obligé, mais. Ouais, non, mais on a négocié avec l'actionnaire, qu'avant de partir, ils remettent au pot, de sorte que l'on puisse reprendre la société dans des bonnes conditions. Donc en fait, on a repris l'activité, mais en soi, on n'a pas eu à débourser. T'as pas déboursé. Voilà. En fait, on a déboursé, mais en investissement futur pour justement sauver la boîte. Et c'est cool parce qu'au bout de 3 ans, Arto, c'est une boîte qui est rentable, qui a été élu meilleur stand de maison objet l'année dernière. Donc maison objet, c'est le salon du meuble. On a lancé une collection il y a 1 mois
qui est la première collection depuis qu'on a racheté Arto. Tu l'as racheté quand? Et qui cartonne. On a racheté en 2020. Comment s'appelle la collection? Il y a pas un nom spécifique, mais on a lancé un canapé. On a lancé toute une collection. Donc il y a des miroirs, il y a un canapé, il y a un pouf, il y a un tapis qui est assez sympa d'ailleurs, qui plaît beaucoup. C'est un tapis de Pierre Gilles, le designer, et qui ressemble à un kimono, qui est du coup dans sa forme. Je parlais des formes géométriques et de la matière. Bah là, on y est complètement. C'est un vrai produit Arto. C'est le tapis Jane ou Jeanne? Non, ça c'est un ancien tapis, mais je sais pas si tu le trouveras déjà sur le site internet. S'il faut peut-être que quand l'épisode sortira, il y sera. Donc probablement. HARTO, artodesign.fr. Ouais, on a fini le salon des objets il y a 15 jours, donc c'est là où on a présenté la collection. C'est intéressant ce deal et cette négociation avec communication avec objectif, pardon. Pinot a fait la même chose, si je dis pas de bêtises, quand il a revendu la Redoute. Il a remis les comptes à flot et mis 500 millions ou 100 millions ou 10 millions, je sais plus. Et il l'a abandonné aux salariés. Ouais. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai lu, je crois, avant-hier dans la presse, que tous les salariés qui étaient devenus actionnaires à ce moment-là avaient tous gagné, je crois, 100 000 euros. En gros, la boîte est valorisée maintenant à 1 milliard et il y a 100 millions qui vont être, si j'ai bien compris, rachetés en cash-out pour les petits porteurs. Et c'est des gens qui ont mis 100 euros, 200 euros. C'est génial. L'histoire est trop belle. C'est une super histoire. Mettre 100 euros dans l'avenir de la Redoute quand Pinot te la cède presque gratuitement pour que ça reparte et repartir avec 100 000 euros quelques années plus tard. Et la Redoute est un de nos partenaires d'ailleurs. Ce qu'on vend nous sur les marketplaces, c'est un de nos partenaires historiques. On a été un des premiers en 2014 à entrer sur la marketplace de meubles. On va parler tout à l'heure d'omnicanalité puisque tu as des modèles qui sont différents sur tes 3 boîtes, 4, et on en reparlera. Donc, tu trouves un deal, tout le monde remet au pot, tu fais venir les équipes, celles qui le souhaitent, à Lyon. Ouais. Tout le monde ne suit pas. Tout le monde ne suit pas. Et ensuite, il y a de la tu vois, il y a du, mince, pardon, le terme m'échappe, mais il y a de la mutualisation de fonctions, il y a de la reprise, il y a de l'accélération business. Comment est-ce que nous, on avait un plan, un plan qui était très très clair. C'était qu'on avait compris que le fonctionnement par des agents, qui étaient répartis par région, était un fonctionnement qui permettait pas à Arto d'avoir une efficacité suffisante auprès de ses retailers, et de pouvoir accélérer dans le partenariat, c'est-à-dire de renforcer les liens. Donc ça faisait partie d'un de nos objectifs, c'était de récupérer la distribution en direct. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. On a constitué une équipe commerciale, etc. Mais tu avais des agents, c'est ça, jusqu'à présent? Il y avait des agents jusqu'à présent, et donc on s'est séparé de ces agents. Ce qui a un coût. Ce qui est une en général, négociation. Okay. Ouais, très bien. Et avec un coût. Une communication avec objectif. Voilà, exactement. Et donc voilà, on a fait ça. Ça a un coût, mais c'était nécessaire pour Arto. En tout cas, on le pensait et on le pense toujours. Ensuite, il y avait l'avantage chez nous, c'est qu'on pouvait mutualiser certaines justement fonctions. Donc plutôt que d'avoir un développeur qui était dédié pour Arto, nous on avait déjà une équipe de dev interne, et donc le travail qui était à faire sur le dev était fait directement par l'équipe. Donc là, on arrivait comme ça à mutualiser un certain nombre de coûts. Et puis on voulait relancer et faire grandir Arto dans sa DA. Donc là, on a recruté un nouveau DA qui s'appelle Adrien Blanc, qui est super talentueux et qui bosse avec nous depuis 2 ans et demi maintenant sur Arto. Et c'est lui qui a piloté justement la nouvelle collection qui vient de sortir. Donc ça faisait partie également des grands axes. Donc on voulait augmenter la satisfaction de nos clients parce que ça chahutait un peu depuis quelques temps chez Arto, avec des retards, avec pas mal d'irritants pour les clients, et donc on s'est attaqué à tous ces irritants-là. 2, on a reconstitué une équipe qui soit performante. 3, on a réinternalisé la fonction commerciale. Et 4, on a mis en place une nouvelle DA avec une nouvelle collection et qui vient de sortir. Et qui vient de sortir, et de permettre de rayonner aussi bien au niveau de la presse, c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs, et c'est cool, que au niveau de nos clients qui disent oui,
on voit Arto grandir et on se reconnaît toujours dans cette marque-là. Tu me parles principalement de business, sauf dans la mutualisation des coûts. Donc ton pari, c'était de faire croître le CA à coût égal, plus ou moins, ou de réduire aussi les coûts? Ouais, en fait, dans notre philosophie, tu as 3 critères qui guident l'ensemble de nos décisions. La première, c'est est-ce que je suis en train d'assurer la pérennité de la boîte dans ce que je suis en train de faire. 2, est-ce que je suis en train d'augmenter la satisfaction de mon client? 3, est-ce que je suis en train de réduire le gaspillage? Réduire le gaspillage, c'est pas juste pour augmenter les résultats financiers, c'est parce que l'argent que je vais gagner en faisant ça, ou le temps que je vais sauver en faisant ça, bah, je vais être capable de le réinvestir pour mieux satisfaire mon client. Et la pérennité de la boîte, c'est juste que si je veux satisfaire mon client sur le long terme, bah, je suis bien obligé à un moment donné d'avoir des équilibres financiers qui me permettent d'être là l'année prochaine. Toutes les décisions? C'est un système de pensée qui nous guide aujourd'hui dans toutes nos décisions. Ça veut dire que quand, tu sais, une boîte, tout le monde a plein d'idées. D'ailleurs, souvent les fondateurs et les dirigeants ont plein d'idées. Donc, ils vont arriver le vendredi, comme aujourd'hui, et vont dire « Tiens, j'ai une nouvelle idée, on va faire ça ». Et puis, si elle foire, c'est pas grave, parce qu'entre-temps, ils auront une nouvelle idée. Ils auraient dit au même mec « Tiens, j'ai eu une nouvelle idée, c'est lundi matin. Et en fait, on va faire ça ». Et nous, la manière dont on raisonne, c'est que puisqu'on doit prioriser comme on peut pas tout faire, les décisions, elles sont prises avec avec des critères, dont les 3 critères. Dont les 3 critères que tu viens de me donner. Donc, est-ce que c'est pérenne? Est-ce que ça augmente la satisfaction client? Et est-ce que ça réduit le gaspillage? Exactement. Ok. Tu peux déjà tirer des enseignements, des conclusions, des tendances sur le rachat de Arto? Bah, bien sûr. Est-ce que t'as... On est content de l'avoir acheté, on est même super content de l'avoir acheté. Arto, c'est une super marque. On s'éclate à justement faire progresser Arto. Et on est ravis en plus que Arto ait rejoint le groupe parce que ça nous amène une culture très pointue du design, parce que Arto est un éditeur de meubles. Là où chez Rendez-vous Déco, on vend des beaux meubles qui ont une vraie personnalité, mais on n'est pas dans de l'édition. C'est moins poussé. Là où sur Rendez-vous Déco, on a 1500 références, sur Arto, on en a 100. Qu'est-ce que tu appelles édition de meubles? Pour que ce soit l'édition de meubles, c'est là, on crée la rencontre entre des designers de talent et des fabricants français et européens. Voilà. Et donc en fait, développer un meuble, ça va être entre 6 mois et 2 ans. Il y a de l'API sur un meuble? Il y a de la propriété intellectuelle? Évidemment, ouais, avec les dessins. Tu protèges tes dessins. Tu protèges tes dessins. Ouais. Tu as tes partenaires, tu fais produire, et ok, d'accord. Tu trouves des partenaires, parce que fonction du défi technique auquel tu souhaites répondre à travers le meuble, l'article que tu es en train de créer, tu vas trouver des savoir-faire qui sont différents. Et le modèle de Rendez-vous Déco, du coup, qui n'est pas éditeur de meubles, mais qui fait des beaux meubles utilitaires, tu l'as dit? Exactement. Alors, utilitaire... j'ai dit utilitaire, mais t'as dit autre chose avant, pardon. Ouais, singulier, c'est plutôt qu'on essaye de coller à la personnalité de chacun. Tu sais, on s'exprime beaucoup à travers son intérieur. Bah, on l'a vu encore plus pendant le Covid, hein, comme on était bloqué chez nous, on n'avait pas le choix. On voulait avoir des intérieurs qui nous ressemblent. Et nous, c'est ça notre promesse chez Rendez-vous Déco, c'est de faciliter l'achat en ligne de meubles qui soient beaux, bien faits et singuliers, et donc qui puissent répondre à chacun. Et c'est pour ça qu'on a une collection de 1500 références. Et d'ailleurs, on a des nouveautés chaque semaine qu'on met en ligne sur le site. Là où chez Arto, pour le coup, c'est de l'édition, donc développement beaucoup plus lent parce qu'on part vraiment d'une feuille blanche. Donc il y a des défis à tous les niveaux. Parfois, ils sont même physiques, hein, ces défis. Est-ce que la table, elle va tenir, qu'elle va pas basculer, etc. Et donc c'est un travail de titan et c'est un travail de fourmi aussi. Passionnant. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu faire mieux ou différemment avec le recul dans le rachat de Arto? C'est une bonne question. Probablement. Déjà, on peut toujours faire mieux, donc c'est évident qu'il y a des trucs que j'aurais pu mieux faire.
Oui, il y a un truc qui me paraît évident, c'est que on avait décidé de mutualiser la fonction marketing avec Arc-en-Ciel. En réalité, avec le recul, c'était une erreur parce que le marketing, réfléchir sur ta marque, ta promesse, comment j'en parle, ça demande d'être focus à 100% sur ton sujet. C'est très difficile de se scinder en deux, surtout quand on est sur des métiers qui sont connexes et avec des promesses qui sont différentes. C'est probablement ce que vous faites chez Cosa Vostra, parce que votre métier, c'est d'être agence, donc tu passes d'un client à un autre. Et à la limite, quand tu passes du meuble, je sais pas quoi, au football ou à autre chose, bon, à la limite, les secteurs sont quand même différents. Quand tu es dans le meuble, que tu restes dans le meuble et que là, tu es en train de parler de subtilité, c'est quand même difficile. Et donc, on a fini par recruter une personne qui est dédiée à 100% à Arto et on a vu que les résultats n'avaient rien à voir, mais tout simplement parce que la personne avait focus et qu'elle n'a pas à scinder son cerveau en deux. Son cerveau et ses approches, ok. Exactement. Ok. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on aurait pu mieux faire. Voilà. Donc, sur Arto, pour comparer un peu les mix de distrib, t'as Arto d'un côté et de l'autre côté, t'as Rendez-vous Déco et Mr Babyfoot. Sur Rendez-vous Déco et Mr Babyfoot, c'est full DNVB. Tu vends sur ton site exactement. Uniquement. Alors, on vendait sur notre site uniquement et depuis quelques semaines, on a ouvert notre premier magasin à côté de Lyon. On l'a ouvert, en réalité, il était déjà ouvert puisqu'on a créé en 2018 avec deux autres associés, une société qui s'appelle RDVD Stock. Et RDVD Stock a été créé parce qu'à un moment donné, on s'est dit, mais on crée énormément de gaspillage avec nos retours produits. C'est vrai que les e-commerçants, c'est la plaie du métier. Et c'est d'ailleurs ce qui grève généralement aussi la rentabilité de ces boîtes-là. C'est que tu as pas mal de retours de produits et quand tes produits sont fragiles, ça arrive que tes produits arrivent endommagés. Ils ont subi déjà un voyage aller, parfois avec des ruptures de charge. Il y a un trajet retour. Et là, rupture de charge. Ouais, rupture de charge, c'est quand t'as plusieurs entrepôts par lesquels sont déchargés et rechargés les ruptures produits. de charge. Okay, donc en fait, c'est les hubs. Quoi, ouais. Tu vois, Et nous, notre réflexion, c'était de se dire, quand un produit n'est pas fracassé et qui est bon qu'à mettre à la poubelle, on peut le réutiliser, on peut le réparer et on peut le revendre, même si c'est à 10% de sa valeur. Et on a créé, on a cherché, on n'a pas trouvé d'atelier qui était capable de faire ça, et donc on l'a créé. Et on a créé RDVD Stock, qui est à côté de Lyon, pas très loin de notre entrepôt. Comme ça nous permettait en plus de réduire l'impact qu'on pouvait avoir sur ces produits qu'on allait revendre. Parfois une bouchée de pain, et puis parfois quand c'est juste le carton qui est fracassé et que tu peux pas le revendre, le produit, tu revends un produit qui est quasiment neuf, quoi. Voilà, donc c'est comme ça qu'a démarré RDVD Stock. Et puis dernièrement, on s'est dit, l'omnicanalité fait quand même partie des choses qu'on a envie d'explorer. Et on a pris cet entrepôt-là sur lequel on a une vitrine en devanture. Et on a fait des travaux et on a ouvert notre premier showroom. Alors c'est pas vraiment un magasin parce que tu repars pas directement avec ton produit, mais tu peux l'acheter. On a des bornes aussi sur place. Et soit tu te fais livrer directement chez toi, soit tu viens rechercher dans le magasin le produit. Alors pourquoi ce virage en omnicanalité ? C'est pas vraiment un virage, c'est une continuité. Continuité, ok. Parce que on veut pas abandonner le web. C'est simplement que avec le recul maintenant de 12 ans d'expérience, on sait que le web et les magasins physiques se servent mutuellement. Ça crée de la réassurance. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Made.com. Made.com, quand un Made.com qui faisait, je sais pas, peut-être 450 millions d'euros ou 500 millions d'euros sa dernière année disparaît, ça envoie un message au marché qui est juste catastrophique. Donc, ce qu'on cherche à faire, nous, c'est à rassurer nos clients sur le fait que on est une entreprise sérieuse, qu'on est présent, qu'on sera présent encore l'année prochaine, qu'on est solide, même si on est petit. Et le fait d'avoir un magasin physique permet également d'offrir de la réassurance et deux, une expérience qui est un peu différente pour les personnes qui ont besoin de projeter en réalité les meubles chez eux. J'allais te poser la question de savoir si tu t'étais
inspiré des magasins Made justement, ou en tout cas de l'aventure Made. La Redoute a fait pareil, a ouvert des magasins de plus en plus Complètement. à MPM, pardon, c'est ça, Ouais, entre autres. La Redoute intérieure et la MPM, Redoute ouais. intérieure, ouais. Il y en a plusieurs dans le secteur. Du coup, une inspiration, qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu jettes dans ce qu'ils ont fait. Dans ce qu'ils ont fait, on n'aime pas trop se comparer aux autres. On aime bien écrire notre propre histoire et partir de ce que l'on croit apprendre. C'est-à-dire que nous, la manière dont on gère nos projets, c'est que en premier lieu, on fait ce qui s'appelle un face. Le face, c'est je regarde la situation telle qu'elle est, sans rien enjoliver, mais sans rien non plus exagérer. Et ce qui guide nos faces, c'est justement l'écoute de la voix du client. Donc on est très proche de nos clients pour essayer de comprendre vraiment dans le détail ce qu'eux-mêmes parfois n'ont pas compris. Ça demande de lire entre les lignes. Je crois que c'était Ford à l'époque qui disait mais si j'avais demandé aux gens... Ils auraient voulu un cheval plus rapide. Voilà, exactement. Ouais. Ils auraient choisi un cheval plus rapide plutôt qu'une voiture parce qu'ils ne savaient pas que c'était une voiture. Donc c'est ça qu'on fait, c'est qu'on essaye de comprendre ce que veulent vraiment les gens, ce qui crée des irritants chez eux, comment on peut y répondre. Et donc c'est naturellement que le magasin, on l'a projeté parce que on avait des clients qui nous demandaient régulièrement, mais est-ce que je peux voir les produits physiquement? Est-ce que je peux le toucher? Est-ce que je peux m'asseoir avant de l'acheter? Et donc on s'est dit on va lancer un pilote parce que ce qu'on aime bien faire chez nous aussi, c'est ce qu'on appelle les MVP. Donc c'est Minimum Valuable Product. Et c'est avant d'investir beaucoup d'argent pour ouvrir 10 magasins, faisons-en un, on apprend, on regarde là où on a été bon, là où ça satisfait le client, là où on n'est pas bon, où il faut qu'on s'améliore, et puis petit à petit on va développer plusieurs magasins. Donc avec l'intention d'en ouvrir d'autres. Complètement. Et dans ce magasin tu vends du rendez-vous déco? Ouais. Pas du Arto? Non. Et Arto, est-ce qu'il y a une stratégie de... Alors Arto, on veut pas faire concurrence à aujourd'hui nos clients. Nos clients, c'est les magasins, qu'ils soient physiques ou digitaux. Et aujourd'hui, c'est eux qui distribuent la marque Arto. Arto souhaite se concentrer sur son cœur de métier, qui est l'édition de meubles, et non pas sur la distribution. T'as quand même un gros nombre de points de vente sur Arto. Exactement, on les retrouve un peu de partout et c'est vrai que la marque est assez plébiscitée, désirée et c'est ce qui nous a poussé à l'implanter un peu de partout en France et à l'international aussi d'ailleurs. Donc un premier magasin ouvert, showroom en test, et déjà en omnicanalité avec Arto, puisque tu vends sur le ligne et tu vends en ligne sur le ligne et t'as des revendeurs. Une mutualisation des fonctions entre ces différentes boîtes. Je t'ai pas posé la question, mais tu as quel âge? J'ai 40 ans. T'as 40 ans, félicitations. Ouais, je les ai eus il y a un mois, tu vois. Je fais mal quand même celui-là. Le passage du 3 au 4 quand même. Ah ouais, il y a un petit... J'ai 42, 43, je compte plus. Ouais. Non, moi ça m'a pas marqué particulièrement. T'as 3 boîtes. Parce que t'es blond, toi, t'as pas de cheveux blancs. Déjà, j'ai moins de cheveux qu'avant, mais ça c'est un autre sujet. Le jour de mes 40 ans, sous la douche, je me lavais les cheveux et j'ai trouvé trois cheveux dans ma main. Mais le jour de mes 40 ans, ça m'arrivait jamais. Je me suis dit, putain, ça y est, quoi. Mais pour l'instant, j'ai encore des cheveux sur le caillou. Mais il y a toute une théorie qui est assez intéressante là-dessus. C'est psychosomatique. Le vieillissement, c'est vraiment toi qui te le mets en te disant, tiens, mais à partir de 40 ans, je suis vieux, je vais avoir des cheveux blancs, etc. Et ton subconscient, en fait, commence à te produire les cheveux blancs et tout. Je porte des t-shirts, je mets des baskets, jamais de chemise, jamais de cravate, et pour garder mes cheveux. Voilà, ça on va dire que c'est pour ça. Vous vous en foutez, chères auditrices, chers auditeurs. Plusieurs boîtes à gérer, des approches un peu différentes, le lean en ligne directrice. Ta femme, on l'a pas dit, je l'ai dit en intro, je crois, mais qui est ton associée sur Rendez-vous Déco et Mister cofondatrice. Ouais, complètement. Et du coup, elle n'est pas dans Arto? Elle n'est pas actionnaire dans Arto. Elle n'est pas actionnaire de Arto. Ouais. C'était une question? Pas ça a été un sujet de conversation. Ça a été pas forcément, parce que je saurais pas dire pourquoi d'ailleurs, mais on n'en a pas parlé. Non, Virginie, on s'est rencontrés en Chine. Donc on s'est rencontrés là-bas. Après, on est rentré en France.
c'était vraiment mon projet à la base avec Alex justement de monter ce projet. Le fameux Benjamin. Voilà, exactement, Benjamin Alex. Et ensuite, on a décidé de se séparer. Et là, naturellement, je proposais à Virginie de me rejoindre dans l'aventure, parce qu'elle elle était en recherche de taf, elle était dans le marketing, et moi, j'étais plutôt dans l'achat que dans le market. Et donc, là encore une fois, c'est naturellement, elle a commencé à taffer avec moi. Puis petit à petit, on a dit attends, on va s'associer. Puis là, on s'est dit ouais, mais si jamais ça part en cacahuète entre nous, comment on fait? Donc on a dit il faut un actionnaire majoritaire et un autre qui est minoritaire. Et donc comme c'était mon projet, et puis que naturellement quoi, je me projetais à ça. C'est comme ça qu'on a fait les choses. Et ça fait 12 ans. Et depuis, on s'est mariés, on a eu 2 enfants, et ce que je peux te dire, c'est que j'adore bosser avec ma femme. 3 conseils pour bosser avec son ou sa conjointe. 3 conseils. Ok, faut pas que je me foire. 4 ou 2, peu importe. Ouais. Premier truc, je dirais, c'est que les problèmes du bureau restent au bureau. Il faut savoir préserver un petit peu la vie de famille et tout. Il faut savoir couper. Et donc voilà, ça c'est vraiment un premier point. Un deuxième point, c'est que dans les personnalités, il faut pas qu'il y ait de jeu de compétition. On rentre pas en compète. Parce que alors là, je pense que ça devient quoi. C'est en tout cas, moi, j'ai vu autour de moi des gens qui se sont lancés comme ça en couple, et où il y avait un peu de compète entre eux. Et franchement, au bout d'un moment, c'est juste invivable. Nous, on est complètement en dehors de ce champ-là. Voilà, donc ça c'est très très important. Et ensuite, je dirais qu'il y a une volonté réelle de faire en sorte que les choses se passent bien. Et donc là, tu commences à rentrer dans ce qui s'appelle le compromis. Et parfois, t'aurais envie d'ouvrir ta gueule et tu la fermes parce que tu sais que ça sert à rien à ce moment-là d'envenimer. Mais ça, c'est valable avec n'importe quel associé. C'est pas forcément avec ta femme. C'est que le savoir vivre ensemble et de temps en temps faire le compromis de dire c'est pas le bon moment, je le garde en tête, mais je le dirai au moment où c'est le bon moment. C'est un truc que j'ai appris à développer. Alors je le fais pas parfaitement, mais j'essaie en tout cas de l'appliquer. J'entends. Pierre, c'est passionnant. J'ai envie d'attirer en douceur. Alors je sais pas si c'est en douceur d'ailleurs ou pas, mais tu as fondé ta première, donc cette première boîte, parce que tu as eu d'autres boîtes avant. Tu as fondé Arc-en-Ciel d'intérieur, qui est la maison mère des marques Rendez-vous Déco et Mr. Baby Food, dont on n'a pas parlé, mais ce sera pour une prochaine. Il y a 13 ans. Ouais, en 2010. Ouais, c'est ça. Rendez-vous Food, ouais, c'est ça. Ouais. 2010. Tu rachètes Arto en 2020. Tu es en développement. Ouais. Une vingtaine de millions, c'est ça, sur le groupe, en gros. Complètement. Tu es sur du meuble, c'est volumineux, c'est lourd, c'est galère à envoyer, les productions, enfin, t'as connu des crises. D'où on vient, où on va? On est né dans la crise. On est 2010, ouais, c'est vrai. Ah ouais, tu vois, il y a un truc qui s'appelait le subprime, qui en 2007, je crois que ça a explosé. Donc moi, j'ai bossé sur le projet en 2008-2009. J'ai mis 1 an et demi à peu près à aboutir du projet. Et d'ailleurs, c'était chaud à l'époque parce que moi, j'avais pas de thune, quoi, parce que j'avais bossé 1 an chez Auchan, je sortais d'études, j'avais rien. Il me fallait 1 million d'euros quand même pour démarrer. Donc je m'étais dit que j'allais aller trouver les banques, sauf que les banques, elles étaient occupées à autre chose. C'était à leur survie à l'époque, parce qu'elles flippaient, hein, quoi. Je sais pas si tu te souviens, mais c'était très très chaud. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on a vu évoluer un petit peu les Qu'est-ce que tu as vu et puis surtout, j'aimerais bien qu'on parle de la dernière crise là, parce que quand tu transportes du meuble à travers le monde et que tu as le transport qui fait un x10, c'est volumineux, le meuble est sacrément impacté. Ouais, carrément. Nous, les grandes tendances qu'on a vues, c'est que on est né dans la crise effectivement. Ensuite, on a connu une période, on va dire la période d'or des e-commerçants. C'est où tous les fonds d'investissement voulaient avoir dans leur portefeuille des e-commerçants. On levait à tour de bras, les valos étaient extraordinaires. Nous, on n'a pas bénéficié de ce truc-là, d'une part parce que je pense que c'était pas vraiment inscrit dans notre ADN. Encore une fois, nous on cherchait la rentabilité, on cherchait, à se développer, etc. Et c'était pas forcément aligné avec les expériences qu'on voyait autour de nous avec les fonds.
Deuxièmement, il y avait déjà du monde qui était parti sur notre secteur et c'est une question de momentum. Hein. Tu peux lever dans une fenêtre et puis une fois qu'il y en a quelques-uns qui sont partis, c'est beaucoup plus difficile de le faire. Et nous, on avait en l'occurrence des Make.com, des MyFab. À l'époque, il y avait Usine à Design. Je sais pas si tu te souviens. Je me souviens d'Usine à Design. Ouais, tout à fait. Usine Déco, etc. Quoi, qui avait déjà levé. Donc l'âge d'or. Après, je dirais que il y avait aussi Google qui était encore un partenaire exceptionnel pour nous parce que il nous permettait de croître avec un SEO qui était hyper valorisé. Il n'y avait pas toute la place qui est réservée aujourd'hui au SIA. Hein. Là, je te parle des années 2013, 2014, 2015 jusqu'en 2017 à peu près. Voilà. Et là, on voit aujourd'hui ce qu'on observe, c'est que le marché commence à être pas mal saturé d'un point de vue acquisition et notamment acquisition en search sur les ads parce que tu as tous les e-commerçants et t'en as quand même pas mal. Tu as aussi toutes les boutiques physiques qui à l'époque n'étaient pas du tout online et qui maintenant le sont, qui souvent ont lancé aussi leur marketplace. Donc en plus elles annoncent pour elles, mais aussi pour le compte des marchands qu'elles hébergent sur la marketplace. Donc le marché c'est quand même pas mal a pas mal évolué. La crise a été aussi un truc assez exceptionnel parce que nous on a été les premiers gagnants du Covid. Dans le sens où tout le monde a refait sa déco, son jardin, sa déco et de la cuisine. Tout le monde était bloqué chez soi et en plus de ça, tous les magasins étaient fermés. Donc si tu voulais refaire chez toi, t'étais obligé de commander en ligne. Donc on était sur un marché extrêmement porteur avec des conditions de marché qui étaient exceptionnelles. Et puis on a connu on va dire une courbe diamétralement opposée en 2022, c'est-à-dire que on a l'euro-dollar qui a fortement baissé, pour pas dire effondré. On est passé de 1,20 à 0,90 quand même. Donc c'est énorme. On a le coût du transport qui a été multiplié par 10. Et là, c'est une petite pique gentille, c'est qu'on ne comprend toujours pas pourquoi, si ce n'est pour enrichir les gens qui tiennent ces sociétés-là. Alors les sociétés de transport ont explosé en termes de CA et de résultats. Je crois que CGA CSM a fait CGA-CSM CMA CGM CMA c'est ça. Bref, société de transport française a fait un record de bénéfices, 20 milliards de résultats nets, 18 milliards de résultats nets l'année dernière. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est vrai. Il y a 3 ans, ils ont failli mourir. Hein. Ils frôlaient la liquidation. Comme quoi, hein, tout peut arriver. Mais le x10, ça aide. Le x10, il a été catastrophique pour nous, dans le sens où quand on transporte des objets qui sont volumineux, l'impact du coût de transport est très fort. Donc ça, forcément, derrière, ça se ressent sur le prix des produits, parce qu'on peut pas garder les mêmes prix si on veut survivre. Un de nos critères, qui est d'assurer la pérennité de la boîte, eh bien, on a été obligé de corriger nos prix et d'augmenter les prix. Et vos fournisseurs? Nos fournisseurs, c'est-à-dire, est-ce que comment ils ont passé le Covid? Que tu t'es du coup posé la question, non, mais de produire plus près, ailleurs. Là où évidemment, nous on a certaines collections qu'on a rapatriées en Europe. C'est le cas notamment des canapés qui sont extrêmement volumineux et où on a un vrai savoir-faire en France. Mais il y a certains objets que tu peux juste pas faire en Europe. Parce qu'on a désindustrialisé l'Europe depuis 40 ans, grosso modo. Donc, ça se fait pas en un claquement de doigts d'acheter des machines, de former des gens. Encore faut-il encore les trouver. C'est-à-dire, qui a envie aujourd'hui de travailler dans une usine qui fait du meuble en France? Je pose la question, hein, parce que je crois que c'est aussi un des fondements du truc. C'est que, ok, pour rapatrier tout, mais encore faut-il qu'on ait les capacités de le produire ici. Et puis il y a aussi une question de savoir-faire. Nous, la philosophie dans laquelle on s'inscrit, c'est que on noue des relations extrêmement fortes avec nos artisans, où qu'ils se trouvent. Et très honnêtement, quand on se balade dans une usine en Inde, par exemple, on voit des savoir-faire parfois qui sont extraordinaires. Ils travaillent des produits qui sont beaucoup de bois recyclé. En Inde, il y a des grosses rivières, un truc qui s'appelle le Gange et tout. Et du coup, il y a plein de bateaux et ces bateaux-là, ils sont démantelés et ensuite on utilise le bois pour faire nos meubles. Donc c'est super parce que ça permet de faire un upcycling là aussi de la matière première.
tel quel ou il est broyé, réassemblé? Non, pas broyé du tout. Non, on tel reprend les planches, on les traite pour pas qu'il y ait des petites bébêtes qui se baladent, etc. On les repeint parfois, on les ponce. Génial. Mais c'est vraiment la matière brute. Et bref, nous, on se voit pas acheter la matière première et faire produire, que ça soit en Roumanie ou en Lituanie. Tu sais que la Roumanie, ça a peut-être augmenté depuis, mais le salaire moyen était de 450 €. C'est pas l'UE, mais c'est l'Europe. C'est pas et quand salaire moyen ou minimum? Salaire moyen. Ouais, le salaire moyen, non, le salaire minimum, pardon, le SMIC, était à 450 balles. Quand tu prends par exemple aujourd'hui la Chine, on est plutôt autour des 1100, 1200 €. Tu vois, de salaire minimum quand on est sur la région de Shanghai. Tu vois, ça permet de voir aussi que, tu vois, parfois on a on croit que, et puis la réalité est autre. Les années à venir, tu les vois comment du coup? Dans ton secteur, dans ta verticale, dans ton industrie? Ouais, je pense qu'il va y avoir un peu de difficultés pour certains e-commerçants sur l'année 2023, mais c'est global à tous les e-commerçants. Parce qu'il y a justement un contexte de marché qui est assez compliqué, avec beaucoup de défis à relever. Je pense qu'il y en a qui ont du mal. Nous, la chance qu'on a là-dedans, c'est que on est méga flexible et que on a su très vite justement avoir les bons gestes pour essayer de se mettre en position qui permettent de survivre dans une situation qui est un peu compliquée. Et puis on a eu des années exceptionnelles en termes de rentabilité aussi avant, qui font qu'on a un peu de réserve. Comment je vois l'avenir? Je vois, pour nous en tout cas, je sais pas, mais pour nous, je pense qu'on va se diriger vers de l'omnicanalité. Si on a des opportunités aussi de grossir, et notamment avec la déco, on le fera. Il y a des verticales aussi qui nous intéressent. C'est le cas, par exemple, du matelas. La literie, c'est un marché qui est connexe au nôtre et qui est hyper intéressant. Où il va y avoir peut-être un peu de tri aussi dans les mois, semestres à venir. C'est possible, c'est possible aussi, mais on est dans une période un peu dure. Hein. Je crois que le nombre, ce que je te disais, je crois que le nombre sur un an glissant, le nombre de RJ a augmenté de 50%. Donc tu vois, alors il y a plein d'autres phénomènes. Tu disais oui, mais on a picousé l'économie pendant un certain temps avec les subventions, etc. Certes, mais il faut pas ignorer quand même qu'on est, même si il y a une résilience de l'économie française qui est assez forte, il n'empêche que les biens de consommation sont aujourd'hui moins plébiscités par les ménages. Il y a des arbitrages qui sont faits et on privilégie plutôt tout ce qui est loisirs, sorties, vacances, etc. Ce que je comprends. Et si j'avais un arbitrage moi aussi à faire entre des vacances et m'acheter un jean, je crois que je préférais partir en vacances avec mes enfants. Donc on le comprend, mais il n'empêche que c'est une donnée de marché qu'il faut prendre en compte et on doit composer avec. Donc il va falloir faire un peu le dos rond, mais l'omnicanalité permettra justement de pouvoir toucher un public qui soit plus large. Et nous, un de nos gros défis, c'est que souvent une boîte, elle se développe avec l'ADN de son fondateur. Moi, j'étais, je sais pas si je l'ai dit en intro, mais j'ai fait l'expertise comptable, donc je suis quelqu'un d'assez analytique et gestionnaire. Et ce qui me plaît aussi, c'est l'achat. Donc, on s'est développé par là, et on a été moins proactif sur une partie qui était plutôt celle du branding. Or, on sait qu'une marque dans le temps et la notoriété de la marque, c'est ça qui fait qu'elle se développe et que les gens et que tu crées un attachement et que tes clients reviennent vers toi et font du repeat, etc. Et donc nous, c'est notre défi actuel, c'est de progresser et de porter nos messages auprès de nos clients pour monter la notoriété de notre marque. Écoute, Pierre, merci infiniment pour cet échange qui était riche, qui était long sur le panier. J'espère, chères auditrices, chers auditeurs, que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver Pierre Leblond, Leblond, comme Daniel sur LinkedIn. Puis évidemment, allez faire un tour sur Artodesign, rendez-vous déco.com, comme ça se prononce en toutes lettres. Et on n'en a pas parlé, mais MrBabyfoot.com.
Mr Babyfoot, c'est génial. C'est le numéro 1 de la vente de babyfoot et de billard en online. Billard aussi en France, ouais. Okay. On fait aussi du billard. Et j'en ai pas parlé, mais moi je suis fan de foot depuis que je suis petit. Et mon associé sur Mr Babyfoot, c'est Jean-Pierre Papin, avec qui on a développé une marque haut de gamme qui s'appelle Marius. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler peut-être une prochaine fois. Merci en tout cas pour. Non, mais attends, restons là encore 3 minutes. Ouais. Jean-Pierre Papin. Comment tu fais pour avoir JPP Bah, JPP, tu veux que je te raconte l'histoire comment on s'est rencontrés? Moi, c'était mon idole absolue. Bah, on a le même âge, donc tu vois, quand on était petits, nous, Jean-Pierre Papin, c'est celui qui avait eu le ballon d'or. Ouais, exactement. Marseille et tout. Et donc moi, j'étais fan de lui. Et j'ai eu une autre société il y a quelques années où on faisait de la valise personnalisable. Et en client, un jour, on a JPP qui fait du vélo, qui est fan de vélo et qui commande des valises et qui pour son équipe de vélo. Et là, on me dit, tu sais pas qui a commandé, c'est JPP. Je lui dis, donne-moi le numéro, je l'appelle. Donc là, je lui passe un coup de fil et je lui dis, bah Jean-Pierre, je suis fan, machin, super sympa au téléphone. Le mec, je pense qu'on lui a dit des milliards de fois, mais il m'a répondu comme si c'était la première fois qu'on lui disait. Hyper sympa. Et je lui ai proposé qu'on se rencontre et qu'il vienne chercher ses valises directement à notre bureau à Lyon. Et il m'a dit, bah ça tombe bien, j'ai un passage de prévu. Et on s'est rencontrés, on a déjeuné ensemble. Je lui ai parlé babyfoot et tout. Il me dit, mais tu rigoles, je suis fan de babyfoot. Et à l'époque, quand tout le monde faisait joueur professionnel à babyfoot, mais ouais. Okay. Ouais, il me disait quand tout le monde faisait la sieste, nous avec Waddle, on montait, on avait un petit bar sur le Vieux-Port à Marseille. Et on jouait au baby-foot pendant que les autres faisaient la sieste. Génial. Et il est super bon d'ailleurs au baby. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à discuter et je lui ai proposé de faire partie du projet de Marius, ce qu'il a accepté et donc voilà. Et donc on le compte dans nos partenaires. Numéro 1 du baby-foot et du billard en France en ligne, c'est ça? Exactement. Quel chiffre? Je préfère pas le dévoiler parce qu'on est sur un marché de niche. Okay. Il y a très peu d'acteurs, mais c'est un marché qui est stable. C'est ça qui est hallucinant, c'est que le baby-foot, on y jouait quand nous on était au lycée, que ça soit dans les bars PMU où on pouvait fumer et jouer au baby à l'époque. Exactement. Ou au foyer. On avait tous un baby aussi au foyer. Et je crois que d'ailleurs ça c'est une tradition qui perdure. Et donc c'est un marché qui est extrêmement stable. Et nous, nos clients, ça va être des gens qui sont un peu nostalgiques de ces années lycée et qui ont plutôt allé entre 40 et 70 ans et qui veulent se faire plaisir en s'achetant un objet qui est sympa, qui leur rappelle aussi des souvenirs et où toute la famille peut jouer. C'est ça qui est chouette avec le baby-foot, c'est que tu peux vraiment jouer avec tout le monde. Très cool. Mon arrière-grand-père fabriquait des billards. Il en a exposé à l'exposition universelle de Paris en 1880 quelque chose et la suivante ou la précédente à Chicago, il faisait des beaux billards. Incroyable. Fabriqué en France du coup? Fabriqué en Alsace. Ok. Grand-père alsacien, je suis d'origine alsacienne. Pierre, c'était très cool. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous nous excuserez parce que c'était un épisode moins e-commerce que d'habitude, mais j'ai trouvé ça hyper inspirant. On a parlé presque une demi-heure de Lean et j'ai trouvé ça top. Très heureux de te rencontrer. J'espère que ça vous a plu. Chères auditrices, chers auditeurs, retrouvez Pierre Leblond sur LinkedIn évidemment et puis allez faire un tour sur les différents sites. À bientôt. Merci Laurent, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.